Au carrefour entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, Tombouctou fut des siècles durant un pôle commercial majeur au cœur des échanges transsahariens. Au Moyen-Âge, la perle du désert se révèle également comme l'un des centres religieux, intellectuels et scientifiques les plus prestigieux du continent africain. Au XVIe siècle, son université connaît son âge d'or. Fréquentée par près de 25 000 étudiants, elle attire nombre d'érudits et de savants du monde entier. Avec ses 16 mausolées et ses 3 grandes mosquées, la ville aux 333 saints est depuis 1988 inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoignant de son rôle essentiel dans la diffusion de l'islam en Afrique. Mais en 2012, le Mali est frappé par une grave crise politico-sécuritaire. Quelques jours après le coup d'État du 21 mars 2012, la moitié nord du pays tombe sous le joug des groupes extrémistes armés. Le patrimoine de Tombouctou est menacé de destruction. Le 28 juin 2012, à la demande du Mali, l'UNESCO place la ville sur la liste du patrimoine mondial en péril. Les occupants de la ville finiront par détruire intégralement 14 des 16 mausolées au nom de la lutte contre l'idolâtrie. La porte secrète de la mosquée Sidi Yahya est arrachée tandis que le monument emblématique El Farouk, symbolisant la protection divine de la ville, est rasé. Les manifestations culturelles issues du patrimoine immatériel sont interdites. Près de 4200 manuscrits anciens de l'Institut Ahmed Baba de Tombouctou sont brûlés. Les ambassadeurs à l'UNESCO, réunis en Russie, condamnent fermement ces destructions. C'est l'appel de Saint-Pétersbourg. Nous voulons proclamer très solennellement que ces événements sont d'une tragique importance. C'est aujourd'hui l'un des plus vieux sanctuaires africains qui est en train de disparaître sous nos yeux. Nous considérons cet acte comme un crime contre l'histoire. Tombouctou, bien universel, tu pleures aujourd'hui. La communauté internationale a décidé de te tendre la main. Tu nous reviendras encore plus grande, Tombouctou, la bien-aimée. Nous vaincrons. Je vous remercie. Les 3 grandes mosquées de la ville, véritables joyaux architecturaux, voient leur état se dégrader faute d'un entretien traditionnel régulier, banni par les occupants de la ville. En janvier 2013, après 10 mois d'occupation, les régions du nord du Mali sont libérées. En février, la directrice générale de l'UNESCO, Irena Bokova, se rend à Tombouctou aux côtés du président François Hollande. Au nom de l'UNESCO, elle s'engage à accompagner le Mali dans la reconstruction et la réhabilitation du patrimoine détruit ou endommagé. Nous avons tous les dessins, on a les plans, on a l'expertise, nous allons le faire. On a déclaré, on va le faire. Dans la foulée, un plan d'action pour le Mali est adopté lors de la réunion internationale d'experts organisée à Paris par l'UNESCO, le Mali et la France. Une première mission de terrain conjointe de l'UNESCO et du Mali est organisée dès le mois de juin afin de dresser un état des lieux préliminaire. C'est le début d'une grande coopération, d'une grande collaboration entre les experts nationaux maliens qui en fait feront la plupart du travail et les experts internationaux qui accompagneront ce travail-là parce que c'est un site du patrimoine mondial. Ce vaste plan prévoit de restaurer et préserver le patrimoine du Mali dans le contexte national de reconstruction post-crise, mais aussi bien au-delà, afin d'en faire un symbole fort sur le plan international. Une manière de souligner que notre patrimoine est notre legs aux générations futures et que ce symbole de notre civilisation appartient à l'humanité tout entière. En détruisant les mausolées de Tombouctou, les djihadistes se sont attaqués à l'âme cultuelle et culturelle de la ville. Au-delà de leur valeur architecturale, ces mausolées sont de véritables lieux de mémoire qui rendent hommage aux savants, aux juristes, aux religieux qui contribuèrent au développement et à la grandeur de la ville, comme l'explique l'historien Ali Ould Sidi, qui dirigea la mission culturelle de Tombouctou durant 2 décennies. Pour les Tombouctiens, les mausolées constituent le rempart. Psychologiquement, c'est le système de protection de la ville. On parle même de 333 saints, mais le chiffre 333 est juste à titre indicatif, il y en a peut-être même plus. Mais pour nous, le mausolée, ce n'est pas seulement, si vous voulez, la structure bâtie qui est là. Évidemment, la structure bâtie qui est là, c'est un savoir-faire aussi, c'est un style de construction, c'est le génie du maçon.
Mais à côté de cela, il y a aussi l'homme qu'on appelle le saint qui est couché là. Cela veut dire que pour nous, ce saint a joué un rôle important dans le développement historique de Tombouctou. Afin de reconstruire le plus fidèlement possible les mausolées, de longs mois de collecte, de recherche et de fouilles ont été nécessaires avant de pouvoir débuter le chantier. Nous avons trouvé, heureusement, après la destruction, des restes des murs qui sont là. On a fait des relevés, ça c'est déjà une première base d'information. Nous avons des informations à recueillir auprès des populations, auprès de la mission culturelle, auprès de la DNPC, pour avoir les anciennes photos, les documentations auprès des historiens qui sont ici à Tombouctou. Le 14 mars 2014, le chantier de reconstruction des mausolées est officiellement lancé. Le ministre de la Culture de l'époque, Bruno Maïga, représentant le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des partenaires techniques et financiers du projet, se rend sur place pour la pose de la première pierre. Le chantier, supervisé par l'UNESCO, est confié aux maçons de Tombouctou. Organisés en corporation, ils sont responsables des mausolées et de leur entretien depuis des siècles. Une façon d'impliquer au maximum les communautés locales et de préserver des savoir-faire ancestraux transmis de génération en génération. Pour reprendre ces mausolées qui ont été détruits par des djihadistes, on a préféré prendre des anciens et des nouveaux maçons pour leur faire apprendre ce qu'on devrait faire sur le chantier. La moitié des apprentis et la moitié des maçons, pour qu'ils apprennent avec nous ce qu'on a appris avec nos parents. Et c'est avec des matériaux locaux que sont reconstruits les mausolées. La terre de Tombouctou et la pierre al-hor, c'est ce qui est utilisé. Une maçonnerie de pierre al-hor ourdée avec du mortier de banco. Ce banco est obtenu à partir du mélange de la terre avec de l'eau, avec d'autres ingrédients. Il y a une structure, une charpente en bois, de poutres de rognier avec des perchettes, des gaulettes. On pose dessus des nattes végétales. Après, on met du banco dessus. Après, on fait l'enduit en banco amélioré. Banco avec paille, banco avec balle de riz. Et à l'intérieur, on fait de la terre de bourrin. Inscrites également au patrimoine mondial de l'UNESCO, les 3 mosquées de la ville, Sankoré, Djingareber et Sidi Yahya, ont nécessité des travaux de restauration. Ébranlées par l'attaque terroriste du 28 septembre 2013, elles ont par ailleurs souffert d'un manque d'entretien durant les 10 mois d'occupation de la ville et les mois qui suivirent sa libération. Les travaux d'entretien de la mosquée, c'est tout le monde. C'est en quelque sorte même une fête. Ça fait pratiquement 2 ou 3 ans que ça ne se fait pas. Les gens sont maintenant pressés de voir cette fête venir. Désormais, le processus de restitution de la forme authentique de l'édifice est en marche, au rythme régulier des crépissages collectifs. Si ces mosquées-là résistent encore maintenant, c'est parce que les populations se sont appropriées ces mosquées-là et ont développé des rites et une culture d'entretien de ces mosquées-là. Les maçons qui s'occupent de ça sont très très bien organisés. Donc la seule façon pour qu'un monument comme ça puisse exister encore des années après, c'est l'entretien, c'est le suivi. Et c'est un plaisir pour chacun d'être là et de mettre la main à la pâte littéralement pour que la mosquée puisse être entretenue. Pour le chef du bureau de l'UNESCO à Bamako, cette fête est le symbole d'une renaissance. Écoutez, c'est fabuleux. Je crois qu'en premier lieu, c'est l'implication des communautés. Nous, on est très heureux en tant qu'UNESCO d'appuyer toute la ville de Tombouctou, la mission culturelle, le grand imam pour ce grand événement. Ça fait plusieurs années que ça n'a pas eu lieu et je crois que c'est un moment fort pour l'identité culturelle, religieuse de Tombouctou que les communautés puissent réaliser cet événement. Donc je trouve que c'est une grande participation, une grande émotion et un moment fantastique pour Tombouctou et le Mali tout entier. Tombouctou est aussi célèbre pour ses 23 bibliothèques privées de manuscrits anciens. Grâce à un financement de la MINUSMA, dès novembre 2014,
des travaux ont été engagés pour réhabiliter 3 d'entre elles, Ben Essaouti, Al-Vangari et Boularaf. Comme pour les mausolées, les travaux ont été réalisés par la Corporation des maçons de Tombouctou, dans le respect des techniques et des matériaux locaux. Sur la base de cette triple expérience, la réhabilitation des 3 autres bibliothèques ont été lancées fin 2016. Fondo Kati, Mama Haïdara et Mohamed Tarar. Enfin, le musée municipal et le musée Al-Mansour Koreï de Tombouctou, ainsi que le musée du Sahel de Gao, ont bénéficié de travaux de réhabilitation. À 320 km à l'est de Tombouctou, sur les rives du fleuve Niger, Gao, ancienne capitale de l'Empire Songhai, abrite un exemple d'architecture soudano-sahélienne ancienne, classé lui aussi au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2004, le tombeau des Askia. Comme à Tombouctou lors de l'occupation de la ville par les islamistes, les populations ont été empêchées d'effectuer les travaux d'entretien nécessaires. En février 2014, une mission de l'UNESCO se rend sur place. Et dans la foulée, des moyens sont alloués au comité de gestion pour faciliter l'organisation des travaux traditionnels d'entretien qui sont réalisés en juillet de la même année, juste avant la saison des pluies. Outre le patrimoine bâti, les manuscrits anciens ont également été l'objet de destructions perpétrées par les djihadistes durant la crise. 4200 d'entre eux furent brûlés ou volés. Fort heureusement, la majeure partie de ce patrimoine exceptionnel a été épargnée grâce à l'initiative et au courage de leurs détenteurs, qui ont exfiltré dans la plus grande discrétion près de 400 000 manuscrits vers Bamako. C'est le docteur Abdelkader Haïdara, président exécutif de l'ONG Savama DCI, qui a coordonné cette délicate opération de sauvetage. Tous les manuscrits ont été mis dans le mal et on les a amenés dans les 4x4. Il y a une partie qu'on a amenée par les pirogues de Tombouctou jusqu'à vers Djenné. À partir de là-bas, on les a mis encore dans les 4x4 pour les amener vers là. Et ça nous a pris 6 mois d'opération. C'était très très compliqué. Mais Dieu merci, on a pu le faire parce qu'on a choisi le bon partenaire de confiance locaux. Les manuscrits ils étaient dans les mauvaises conditions parce qu'ils sont venus d'un peu partout dans la région de Tombouctou. Donc il y a certains manuscrits qui n'ont jamais reçu de traitement. En janvier 2015, une grande conférence sur l'avenir de ces manuscrits réunit les plus éminents experts maliens et étrangers qui appellent à un plan d'urgence pour renforcer leurs conditions de conservation. Ces écrits, qui sont loin d'avoir livré tous leurs secrets, traitent de sujets aussi variés que la jurisprudence, l'astronomie, la médecine ou encore la botanique. Ils sont le témoignage d'une université qui a atteint son âge d'or quand même au XVIe siècle. L'université de Sankoré où il y avait de grands érudits, tout le monde venait de partout du monde entier pour venir étudier à Tombouctou. Donc ces manuscrits qui sont écrits en arabe pour la plupart sont une mine de savoir intellectuel et qui peuvent nous apprendre énormément sur notre humanité, pas simplement sur le Mali ni sur l'histoire de l'Afrique, mais sur notre humanité. Aujourd'hui encore, près de 95% de ces manuscrits sont inexploités. C'est pour vous dire que l'intérêt de connaître, de protéger ces manuscrits est vraiment grand. Et les plus hautes autorités du pays ont bien conscience de la valeur inestimable et universelle de ce patrimoine. L'idée, c'est déjà de connaître le contenu de ces manuscrits, de les numériser et d'en faire un meilleur usage possible. Parce que vous le disiez tantôt, c'est vrai que c'est notre richesse aujourd'hui au Mali, mais c'est devenu une richesse mondiale. Alors face au risque de détérioration rapide auquel sont exposés les manuscrits, c'est une course contre la montre qui est engagée pour sauvegarder et valoriser ce trésor. Aussi bien au sein de l'ONG Savama DCI qu'au centre Ahmed Baba, les manuscrits sont conservés dans des boîtes confectionnées sur place, cataloguées et numérisées. Les manuscrits qui sont en mauvais état, on est en train de faire la restauration, une restauration et fabrication des boîtes. Après la fabrication, on les loge dans les boîtes et on les stocke dans les étagères en vue d'une numérisation. À l'Institut Ahmed Baba, près de 28 000 manuscrits anciens sont conservés. Leur numérisation, entamée à Tombouctou, se poursuit aujourd'hui dans les locaux provisoires de Bamako. Son directeur est impatient de pouvoir les faire retourner dans leur lieu de conservation d'origine. Faire retourner les manuscrits à Tombouctou, c'est une obligation, c'est un devoir. On est obligé un jour de retourner à Tombouctou. Mais quand? C'est ça le point d'interrogation. Il faut avoir aussi le maximum
les sécurités. Les jours où les autorités vont nous dire que à Tombouctou ça va maintenant, vous pouvez retourner, aucun problème. L'engagement de l'UNESCO et de ses partenaires aux côtés du Mali pour la réhabilitation et la reconstruction des patrimoines endommagés s'est inscrit dans un cadre global d'appui de la communauté internationale aux efforts nationaux de sortie de crise et de restauration d'une paix durable dans le pays. C'est ainsi que 2 ans et demi après sa première visite, la directrice générale de l'UNESCO est de retour dans la ville pour participer à l'inauguration des mausolées reconstruits. On tient les promesses. C'est pourquoi nous sommes ici avec la ministre de la Culture, avec le ministre de l'Enseignement supérieur, avec toute la communauté tombouctienne. Et aujourd'hui, on est très fiers. On est fiers de la part de l'UNESCO, de tous nos partenaires, qu'on est reconstruit. Et c'est notre aussi accompagnement à la paix et au développement. 7 mois plus tard, les clés des mausolées reconstruits sont officiellement remises aux familles détentrices des édifices, lors d'une cérémonie de sacralisation qui n'avait pas eu lieu depuis 900 ans. C'est un symbole fort pour la paix parce que les mausolées sont en fait des symboles de rassemblement, des symboles de regroupement. Parce que si vous voyez les saints de Tombouctou, il y en a de toutes les ethnies. Il y a des saints qui sont autochtones, mais des saints qui viennent d'autres contrées. Il y a des Arabes, des Kunta, des Bambara et tout. Ça veut dire que vraiment les cœurs vont se retrouver et que par conséquent les communautés vont rechercher la paix et le vivre ensemble. L'impact social de ces activités conduites dans le cadre du programme de réhabilitation est primordial, comme le souligne le représentant de l'UNESCO de l'époque, s'adressant aux familles détentrices des mausolées. Ce jour célèbre votre engagement et votre conviction à ne jamais délaisser vos pratiques culturelles et culturelles qui, depuis des siècles, font de Tombouctou un haut lieu mondial de la pratique de l'islam. Enfin, ce jour révèle votre volonté, vous, les communautés de Tombouctou, vous, les leaders religieux, vous, les sages de Tombouctou, de résister contre toutes formes d'extrémisme violent et prouve encore une fois que la culture est un véritable facteur de paix et de cohésion sociale. En septembre 2016, un autre événement heureux se tient à Tombouctou. Les communautés se rassemblent pour célébrer la réinstallation de la porte secrète de la mosquée Sidi Yahya, qui avait été saccagée par les extrémistes, sous les yeux de Salam Aïga, président du conseil communal de la jeunesse de Tombouctou. Cette porte, moi j'ai assisté à sa destruction, un matin de bonheur. Cette porte signifie pour nous une très grande chose. Pour nous c'est un symbole. Et tous ceux qui vivent aujourd'hui l'ont trouvé comme ça. On était là sous la barbarie, sous le terrorisme. On était là avec des gens sans loi, sans croyance, qui se réclament de l'identité de l'islam. C'est eux qui ont eu à détruire cette porte. Une coopération développée avec la Cour pénale internationale entre janvier 2013 et octobre 2015 a permis d'établir les charges d'accusation et d'aboutir à l'arrestation de l'un des commanditaires de ces destructions, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, dont le procès s'ouvre à La Haye le 22 août 2016. C'est la première fois qu'un accusé doit répondre de crimes de guerre pour destruction de patrimoine culturel devant cette juridiction. Le procès, au-delà des peines qu'on pourrait infliger à Mohamed Nadi, on voit la dimension pédagogique, didactique. Il faut que le procès serve à quelque chose. Il faut que ça puisse signifier à tout qu'au même titre qu'on ne peut pas tuer impunément un être humain, on ne pourrait pas aussi détruire impunément un sanctuaire du patrimoine mondial. Le 27 septembre 2016, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est condamné à 9 ans de prison pour la destruction délibérée de 9 mausolées de Tombouctou. En mars 2017, une conférence internationale de restitution des résultats de la première phase réunit à Bamako pendant 2 jours l'ensemble des acteurs locaux et étrangers impliqués dans le projet. Cette première phase a permis de démontrer le rôle fédérateur et déterminant que joue le patrimoine culturel dans la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Elle n'aurait pu se faire sans le soutien financier de partenaires tels que l'Union européenne. Pour l'Union européenne, participer à la sauvegarde et à la restauration du patrimoine culturel malien, c'est panser une partie des plaies laissées béantes par le conflit.
c'est aussi œuvrer à restaurer et à consolider certains des éléments fondamentaux et fondateurs de la démocratie et de nos valeurs partagées. Ce combat se poursuit également, vous le savez, devant la Cour pénale internationale. Car protéger le patrimoine culturel, c'est favoriser la tolérance, le dialogue entre les communautés et entre les cultures, ainsi que la remise en question des idées préconçues. C'est donc effectivement affirmer l'identité et la dignité. Cette conférence aura aussi été l'occasion de faire le bilan du programme, de capitaliser les expériences et de tirer les enseignements de ces 4 années de travaux, soutenus également par la coopération suisse au Mali. Je tiens à souligner qu'un des éléments clés de la réussite du programme était sûrement la gestion inclusive des activités, mettant le savoir local au centre, tout en comptant sur un appui d'experts internationaux. Cette démarche inclusive de co-responsabilité des acteurs a contribué à redynamiser le tissu socio-économique de Tombouctou et à renforcer le sens de responsabilité commune de préserver les biens culturels. La conférence a également permis d'attirer l'attention des différentes autorités sur les graves menaces qui continuent de peser sur le patrimoine culturel malien. La lutte contre le pillage et le trafic illicite de biens culturels mérite notamment d'être renforcée dans cette période de sortie de crise. La lutte contre le trafic illicite des biens culturels doit être menée par tous. Et c'est pour ces raisons que tous les responsables, pris chacun dans son domaine, doivent faire de ce combat le sien. Car c'est avec la conjugaison de tous les efforts que nous arriverons à sauvegarder notre patrimoine culturel et tout ce qui constitue notre raison d'être. C'est ainsi qu'une phase de consolidation est proposée par l'UNESCO afin de soutenir le gouvernement dans ses efforts de retrouver sa pleine capacité pour la conservation du patrimoine sur le long terme. Pour reprendre les mots de la directrice générale de l'UNESCO prononcés à Tombouctou en juin 2015, « Sans culture, il n'y a pas de paix. Sans culture, sans patrimoine, il n'y a pas d'identité. » Ainsi, ces travaux de reconstruction et de réhabilitation ont permis de rendre aux Maliens les éléments clés de leur mémoire, de leur dignité et de leur identité collective. Mais ailleurs dans le monde, des atteintes continuent d'être portées au patrimoine culturel, en Irak, en Syrie, au Yémen, au Nigeria ou en Libye. Nous devons donc continuer cette mobilisation mondiale qui prend sa source d'énergie au Mali. Le patrimoine culturel du Mali est un joyau dont la protection importe à l'ensemble de l'humanité. Ce patrimoine est notre bien commun. Rien ne saurait justifier qu'on y porte atteinte. Il représente l'identité et les valeurs de tout un peuple. Il donne la force et la confiance de se projeter dans l'avenir. Notre patrimoine est un allié pour la paix.